Bonjour à tous. Voilà, donc mon espace de réflexion a été effectivement de réfléchir sur la question du refus de soins au sein du domicile, par le biais des services à domicile. Au niveau des services, dans le cadre des services à domicile, parfois on va pouvoir aussi associer l'aide et le soin à domicile. Qu'est-ce qu'on appelle le refus de soins ? Quel regard portons-nous sur ces situations complexes rencontrées par les familles ? On appelle d'abord refus de soins ou d'accompagnement le fait que les personnes ne souhaitent plus ou ne souhaitent pas se laver, s'habiller, se lever, marcher, s'alimenter, ne souhaitent plus qu'on intervienne au niveau de leur logement, ne souhaitent plus être aidées lorsque la situation semble nécessaire pour tous. En tant que service à domicile, on touche au fait de ne plus pouvoir accompagner la personne dans les actes, dans la satisfaction de ses besoins fondamentaux, ce qui impacte souvent aussi les aidants familiaux à domicile ou dans des proximités du domicile. Le refus, on l'a évoqué un petit peu ce matin aussi, le refus renvoie à des logiques d'opposition à l'autre. C'est comment on peut peut-être le nommer autrement pour laisser un espace d'ouverture où la personne peut être prête à accepter aussi, mais sur des moments différés, sur une autre temporalité. Qu'observe-t-on au domicile ? Comment on peut aussi redéfinir la question du domicile ? Le domicile, c'est sa maison, c'est son appartement, son logement, son chez-soi. Et qu'on va le définir comme un espace d'abord qui est privé, c'est un espace de liberté, où pour la personne, elle a aussi établi ses règles de fonctionnement dans son espace à soi, qu'on a tous construit par rapport justement à cette notion du chez-soi. Chaque domicile a un système d'organisation qui est unique en soi. Chaque domicile est propre à son histoire, aux personnes effectivement qui y vivent et qui peuvent être en demande. Le soin à domicile, si on fait effectivement la question de cette bipolarité entre le soin et l'aide, le soin à domicile ou la médicalisation qui va arriver au niveau du domicile, c'est le lien avec le médecin, les infirmières à domicile, c'est le rapport à la maladie, au traitement, à la médicalisation qui peut arriver. Mais qui renvoie aussi aux représentations, au vécu de la personne par rapport à sa santé, qui peut alterner entre l'acceptation, la colère, le déni, la lutte, qui fait partie aussi de tous ces ressentis. Les services à domicile vont s'inscrire souvent dans un autre rapport, même si l'arrivée du service peut être en lien aussi avec l'arrivée d'un service de soins. D'abord, la personne doit signer un contrat commercial qui va renvoyer aussi à la notion du financement. Est-ce que je vais pouvoir financer les interventions à domicile ? Est-ce que je ne souhaite pas que mes enfants payent ou soient redevables du coût aussi de mon maintien à domicile ? Cette question financière est souvent assez importante au niveau du domicile. Qui peut m'aider à financer ? Quels sont les plans d'aide qui vont permettre que le maintien à domicile soit acceptable financièrement ? L'arrivée des services à domicile aussi, c'est aussi... les demandes vont souvent concerner les gestes de l'intimité de vie chez soi que la personne faisait auparavant elle-même. Elle va effectivement déléguer ou être en situation d'incapacité de faire des gestes autour de l'intimité et que le service va effectivement être mandaté, être demandé pour pouvoir accompagner dans ces gestes-là. C'est aussi tout ce qui va être en lien avec l'entretien du logement, tout ce qui va être l'entretien de son linge, de son alimentation, de sa toilette. C'est-à-dire qu'on voit que l'arrivée du service à domicile va représenter souvent la perte d'autonomie. Je ne suis plus capable de. Les accepter, c'est aussi cheminer sur ses besoins. Il y a un avant et un après. Et maintenant, c'est comment on construit l'après avec vous, dans l'accompagnement de la personne à domicile. Les aidants familiaux, pour eux, ça entraîne aussi des sentiments qui sont parfois ambivalents, entre le besoin d'être aidé, d'être relayé par rapport à des présences importantes au domicile, et à la fois
de pouvoir ressentir une culpabilité qu'un service prenne le relais des gestes intimes que la personne pouvait faire auprès d'un parent. Pour les personnes et les aidants, c'est aussi le sentiment de perdre sa liberté chez soi, d'être contraint à deux passages sur différents moments de la semaine ou de la journée. Dans certains maintiens à domicile, on peut être sur 3, 4 passages, voire 5 passages de professionnels par jour. Cette notion de perte de liberté, elle est souvent exprimée, le sentiment de ne plus se sentir chez soi ou d'être effectivement dans ces contraintes de service. Les interventions à domicile sont parfois aussi décidées en dehors du domicile, lors d'une hospitalisation par exemple, ou elles peuvent être aussi décidées par d'autres personnes que la personne elle-même. Ça peut être des enfants, une équipe médicale, un service social, un tuteur, dans un contexte où la personne se trouve fragilisée par la perte d'autonomie ou la maladie. Les difficultés de réponse aussi des services, aujourd'hui, un certain nombre de services ont des difficultés dans le recrutement, le manque de personnel, qui entraîne aussi des turnovers au niveau des services. Ça complique aussi l'acceptation, ça complique aussi le travail aussi de relations de confiance que la personne peut tisser avec les intervenants. Ça complique le travail d'acceptation de l'aide. Cette relation doit être nourrie, apprivoisée au quotidien et qui demande aussi du temps. Le changement d'intervenant régulier, ce sont aussi des ruptures successives et qui peuvent aussi amener, nourrir parfois la question du refus. Une autre notion que je voulais aussi apporter, qui a été aussi un peu évoquée, c'est cette notion de temporalité différente entre les services qui vont intervenir et là où en est la personne par rapport à son besoin ou l'acceptation d'être aidée. Le besoin de temps qu'a la personne pour digérer l'annonce, digérer l'acceptation de l'aide peuvent être différents par rapport aux services qui peuvent être prêts sur une disponibilité soit de place ou de possibilité d'intervention. Cette temporalité différente, cela peut aussi passer par des étapes de refus d'aide proposées, comme par exemple sur la question de la toilette qu'on évoquait tout à l'heure, qu'on peut aussi analyser comme un besoin de temps aussi pour accepter, de pouvoir cheminer aussi différemment par rapport à l'objet des interventions à domicile. Les professionnels dans chaque équipe doivent aussi intégrer, construire des stratégies afin de respecter ce processus. On voit sur l'acceptation de la toilette, de passer peut-être de travailler l'acceptation autour d'un bain de pied, peut être une étape avant de pouvoir accepter qu'un tiers puisse s'occuper de son intimité. Construire aussi des stratégies un petit peu différentes, se décentrer, s'intéresser à la personne peut-être au-delà du pourquoi du passage aussi à domicile. C'est de pouvoir justement tricoter le lien, peut-être en dehors du soin en lui-même. Sur ce constat, sur ces différentes approches autour du domicile, c'est quelle piste de réflexion que l'on peut avoir pour limiter les refus d'aide. Les pistes de réflexion, c'est aussi faire un retour sur sa pratique professionnelle, c'est quelle réflexion qu'on peut avoir justement en fonction de là où on est dans l'accompagnement. Je vais dégager à peu près six approches, 6 réflexions autour de comment limiter les refus d'aide au niveau du domicile. Une première approche, quand cela est possible, c'est comment on peut rencontrer les personnes en amont des interventions. Quand un service peut repérer que la question du refus peut être assez prégnant et qui peut mettre en difficulté le maintien à domicile ou la sécurité dans le domicile, comment on peut effectivement préparer des rencontres préalables sans engagement pour pouvoir présenter le service, expliquer comment le service s'organise, pouvoir aussi définir, parler les espaces où les services pourront intervenir. Ça permet aussi de mentaliser, de pouvoir se préparer à des interventions de tierces personnes que les personnes ne connaissent pas, mais qui vont intervenir dans cet espace privé qu'est le domicile.
Ce travail-là, alors on le fait au niveau du réseau ADMR, on intervient sur tout public, donc du public handicap enfant jusqu'à la personne âgée dans son vieillissement. Et ce travail-là, on l'a fait à plusieurs reprises auprès d'enfants en situation de handicap où il y avait besoin d'accompagner les parents dans cette acceptation qu'un service puisse intervenir dans le domicile et relayer des actes qu'ils faisaient eux-mêmes auprès de leurs enfants, de pouvoir effectivement dédramatiser, rassurer avant l'arrivée des services. Autre piste de réflexion, c'est peut-être poser un cadre de sécurité dans les interventions à domicile, mais par étapes. C'est-à-dire que souvent dans les accompagnements où la problématique psychique peut être présente, sur tout ce qui va être en lien avec la santé mentale, le temps d'acceptation d'une tierce personne à domicile peut être complexe. D'autant plus si la personne n'est pas consciente de ses troubles ou ne ressent pas la nécessité d'une intervention d'un service à domicile. Donc ça peut passer effectivement, comme je disais tout à l'heure, par des rencontres préalables, mais aussi de pouvoir séquencer les contrats. Peut-être de commencer par un contrat d'1 mois, de pouvoir le parler, de pouvoir l'évaluer, de pouvoir y aller effectivement par étapes afin de valider une sécurisation et valider l'acceptation de l'intervention. Ce travail-là, alors on le fait parfois avec effectivement les services d'accompagnement en santé mentale qui sont comme les services comme les SAMSA, qui peuvent permettre de pouvoir avoir un accompagnement séquencé et gradué de la demande. Autre piste de réflexion, c'est aussi comment travailler la demande dans l'écoute et l'observation du quotidien. Parfois, dans les interventions à domicile, ces interventions ne correspondent pas aux besoins de la personne. Comment accompagner les oppositions ou les refus quand ils sont liés aussi aux troubles cognitifs? Quand la demande d'intervention à domicile peut aussi différer par rapport à la demande exprimée par la personne. C'est comment on va négocier des choix, comment on va prioriser avec la personne des interventions, c'est qu'on pouvoir travailler des compromis avec la personne. Et peut-être ne pas commencer par ce qui pose peut-être le plus problème au domicile pour pouvoir effectivement travailler une acceptation sur un deuxième temps. Tout ça, c'est important aussi de pouvoir le parler avec les aidants familiaux, avec l'environnement, pour que ça ait du sens aussi, que l'intervention prenne du sens. C'est prendre le temps d'alimenter la relation, de tisser la confiance et d'accompagner aussi les équipes dans les prises de recul par rapport à ses propres valeurs, car effectivement, souvent, on est sur des disparités, des incompréhensions entre des valeurs propres ou des valeurs aussi professionnelles et cette temporalité de pouvoir effectivement accompagner des personnes, pas forcément sur des problématiques prioritaires évaluées par les équipes. L'une des pistes aussi, comme on l'évoquait aussi tout à l'heure, c'est de dédramatiser la question du refus. On parle du refus de quoi? Est-ce que c'est le refus? Est-ce que c'est de ne pas accepter ce que l'autre nous impose, du point de vue de la personne, qui peut être vécu effectivement dans ce prisme-là? Est-ce que c'est de ne pas accepter que la personne s'oppose à ce que l'on nous a demandé de faire, du point de vue des équipes, qui peuvent aussi mal vivre ces moments d'opposition? C'est faire la part des choses entre ce que l'on demande à l'équipe et le fonctionnement de la personne dans toute sa singularité. Chaque personne est unique. C'est refuser l'exemple parfois autour du refus de la toilette. Et refuser une toilette, ce n'est pas forcément un geste d'opposition. Ça peut demander aussi à l'équipe d'aborder la réponse aux besoins différemment. La question aussi les observations du refus de s'alimenter à domicile, la personne, même si effectivement il y a du portage de repas, il peut y avoir des interventions autour des repas, souvent la personne est seule. On connaît tous un peu l'expression le pain appelle le copain, c'est-à-dire qu'effectivement on voit des situations de refus alimentaire ou d'absence d'alimentation du fait de l'isolement social ou le besoin d'être en lien avec les autres. Accompagner les équipes à parfois entendre autre chose que dans le refus. Une autre dimension aussi, c'est l'impact du refus de soins
Au niveau des équipes, le refus d'aide, le refus de s'alimenter, le refus de se mobiliser pour la personne, quand ce refus entraîne une perte de dignité, une angoisse autour de la mort, des prises de risques, de la mise en danger, ça a des conséquences sur les équipes. Ce qu'on l'évoquait aussi un petit peu tout à l'heure, c'est les équipes qui vont pouvoir évoquer on ne peut pas laisser quelqu'un comme ça, il faut faire quelque chose avec un sentiment de culpabilité, de responsabilité ou parfois de rejet du fait de l'incompréhension du refus. On voit des professionnels qui sont inquiets sur justement ces situations qui se complexifient et qui parfois amènent la question de la perte de la dignité de la personne dans son maintien à domicile. Et dans cette inquiétude-là, on voit aussi parfois des formes de veille informelle qui s'installent dans des petits villages où on voit les professionnels qui vont jeter un coup d'œil, passer devant la maison, voir si les volets sont ouverts ou pas, voir effectivement s'il y a des signes de vie pour pouvoir effectivement décréter la question de l'urgence. Et puis la question aussi autour de l'éthique et la dignité. Des interventions sont parfois maintenues au minima, où l'objectif est juste le maintien du lien avec la personne, même si l'ensemble de la situation peut être très préoccupante au domicile. Comment ne pas entrer dans l'indifférence, comment entretenir aussi le questionnement auprès des équipes pour qu'effectivement, que celle-ci puisse avoir un rapport à l'autre, un regard sur l'autre qui reste toujours à repérer les pistes, les supports possibles, les liens possibles qui peuvent permettre de faire bouger des éléments d'acceptation au niveau des prises en charge à domicile. L'expression aussi, l'impression que les équipes ont de ne rien faire, que ça ne bouge pas, d'être jugées aussi comme de mauvais professionnels, préoccupe aussi souvent effectivement les équipes. Qu'est-ce qui peut aider à justement cette prise de recul? Qu'est-ce qui peut aider à avoir un regard différent sur ces prises en charge? Ce qui est présent dans beaucoup de services, c'est travailler sur sa pratique professionnelle. C'est effectivement sur l'analyse des pratiques professionnelles, sur les temps de supervision, de pouvoir avoir des réflexions sur les situations difficiles, de dégager des stratégies d'aide et d'accompagnement. Aujourd'hui aussi, sur le département, il y a des services qui fonctionnent avec des modalités d'organisation qui permettent parfois de croiser les regards. C'est les SPASA, des services polyvalents d'aide et de soins, qui peuvent amener, avec des interventions croisées d'aide à domicile et d'aide soignante, pour pouvoir effectivement optimiser le regard et l'analyse des situations. C'est le travail avec la maison départementale de l'autonomie. C'est faire le lien aussi de croiser les regards avec des services comme la Maya, le travail avec certains pôles santé, avec certains dispositifs qui permettent justement de croiser les regards dans tout ce qui va concerner le domicile. Madame Maguas, excusez-moi, je vous coupe. Si on veut avoir le temps un petit peu de poser des questions, je vais vous laisser terminer. J'arrive à la fin. Ces dispositifs-là, au sens large, permettent de dire qu'il est nécessaire de croiser les regards en fait, pour pouvoir amener à mieux comprendre et adapter les réponses de chacun. C'est travailler en coordination pour gagner en marge de manœuvre afin d'apporter des réponses aux besoins de la personne. Il peut y avoir des décalages parfois par manque de communication, par rapport à des discours qui peuvent être contradictoires. Donc rester vigilant par rapport à ces éléments-là. Et c'est comment réfléchir aussi justement, c'est créer des espaces éthiques de réflexion à disposition du domicile pour effectivement accompagner ces situations-là, parce qu'on est aussi avant les prises en charge compliquées hospitalières ou avant les prises en charge compliquées en EHPAD aussi. Merci. Merci beaucoup, Mireille Mahuas.